Aujourd'hui, on va tenter de répondre à une question simple que tout le monde se pose. Pourquoi l'or explose-t-il en 2025? Pour commencer, on va prendre un petit peu de hauteur avec ce graphique qui parle de lui-même. L'or s'envole. Depuis janvier, il a gagné près de 50%, enchaînant record sur record. C'est simple, on n'avait pas vu une telle performance de l'or depuis la fin des années 1970. Et ça, c'est pas un hasard, c'est pas un petit mouvement de marché, c'est un véritable signal, parce que l'or, par nature, c'est un actif qui ne verse ni intérêt ni dividende. Quand il grimpe comme ça, c'est rarement du coup un hasard. Ça veut dire qu'il se passe réellement quelque chose de profond, quelque chose qui dépasse le simple jeu des marchés. Et c'est exactement ce qu'on va chercher de comprendre ensemble. On poursuit avec ce graphique qui nous montre cette fois-ci quelque chose d'étonnant. L'or fait aujourd'hui plus de 3 fois mieux que le S&P 500 depuis le début de l'année, alors même que les marchés actions sont clairement dans une phase assez euphorique. Et c'est ça qui est étonnant, parce que habituellement, lorsque les actions montent, l'or, lui, il a plutôt tendance à stagner, voire même à reculer, parce que l'or, c'est voilà, un actif refuge, il brille finalement quand les investisseurs ont peur. Mais cette fois, les deux montent en même temps, et c'est ça pour moi qui est étonnant, ça marque un réel signal, ça veut dire qu'on n'est pas simplement dans une logique de peur ou de protection contre la baisse des actions, on est sur quelque chose finalement de beaucoup plus profond. Toujours dans la même logique, on enchaîne avec ce tableau qui nous montre que 2025, c'est simple, c'est la meilleure année pour l'or depuis 1979. Et la comparaison avec 1979, elle est hyper intéressante. Si on fait un petit flashback historique, 1979, c'est 3 choses. La première, c'est une inflation qui est galopante, au-delà de 13% aux États-Unis. La deuxième, c'est que c'est une année qui marque une perte de confiance massive dans le dollar suite à la fin des accords de Bretton Woods en 1971. Et la troisième, c'est une instabilité géopolitique importante avec notamment 3 faits majeurs. La prise d'otage de l'ambassade américaine à Téhéran, l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS et la révolution iranienne. Alors évidemment, aujourd'hui, le contexte, il a changé. On n'est plus en 1979. En revanche, les similitudes, elles sont quand même assez frappantes. On est aujourd'hui clairement dans une phase d'inflation qui reste significativement au-dessus des banques centrales, notamment aux États-Unis. On a des tensions géopolitiques qui sont multiples, ce qui se passe du côté de l'Ukraine, au Proche-Orient, les tensions qui pourraient venir du côté de Taïwan et de la Chine. Et on a un dollar qui chute de plus de 10% depuis le début de l'année. En clair, voilà, on n'est pas en 1979, mais la mécanique, c'est la même. Quand la monnaie inspire moins confiance, l'or reprend le premier rôle. On poursuit avec ce graphique qui nous montre les réserves d'or aux États-Unis. Les États-Unis, du coup, qui détiennent aujourd'hui plus de 1000 milliards d'or, un record historique. Et ce qui est intéressant, c'est que ce stock d'environ 8100 tonnes d'or, lui, il n'a pas bougé depuis des décennies. Donc ce n'est pas la quantité d'or que détiennent les Américains qui a évolué, mais c'est vraiment la valeur. Donc l'effet hausse de l'or depuis le début de l'année contribue justement à faire en sorte qu'aujourd'hui les États-Unis détiennent plus de 1000 milliards de dollars d'or. Maintenant, il y a un autre enseignement qui est intéressant à tirer, c'est que même le pays qui imprime la monnaie mondiale, aujourd'hui, il continue de miser sur cet actif qu'il ne peut pas créer. Et ça, ce n'est pas un cas isolé. Le graphique suivant, il le montre très bien. Toutes les grandes puissances, finalement, font la même chose. Toutes détiennent, conservent ou renforcent même leurs réserves d'or. La Chine, par exemple, elle dépasse désormais les 2300 tonnes, ce qui est un record historique. Et au rythme où elle investit actuellement, elle pourrait assez clairement bientôt devenir le deuxième plus grand détenteur mondial, juste derrière les États-Unis. En clair et en résumé, on a des pays émergents qui achètent massivement de l'or et on a des pays développés qui, eux, en conservent. Et ça, du coup, c'est un signal fort, puisque dans un monde qui est de plus en plus fragmenté, l'or, finalement, reste la seule monnaie de confiance partagée par tous. Et les deux graphiques suivants, ils vont parfaitement illustrer justement la puissance de ce phénomène. Le premier graphique, il nous montre déjà que nous sommes dans une phase de plus de 10 ans de flux acheteurs positifs d'or par les banques centrales dans le monde entier. Et si on regarde un petit peu plus dans l'actualité récente, sur les 6 premiers mois de l'année 2025 par exemple, les banques centrales, elles ont acheté plus de 415 tonnes d'or. C'est l'un des plus gros volumes de l'histoire moderne. Et ce mouvement, il n'a finalement rien d'anecdotique. Il traduit une tendance de fond, celle de la dédollarisation progressive du système monétaire mondial. Et pour illustrer ce phénomène, on peut prendre l'exemple le plus criant, celui de la Chine, qui depuis plusieurs années réduit progressivement ses investissements en dette américaine et à la place, il renforce ses réserves en or
à raison d'environ 200 tonnes supplémentaires chaque année. On est donc face à un basculement discret, mais structurel. La Chine, d'ailleurs comme d'autres pays, ne parie plus sur la dette en dollars, mais sur la valeur réelle que représente l'or. Et ce mouvement, ce qui est hyper intéressant à analyser en ce moment, c'est qu'il ne s'essouffle pas, bien au contraire, il s'installe dans la durée. C'est précisément ce que montre le graphique suivant, où on observe qu'en août 2025, les banques centrales ont ajouté 15 tonnes d'or supplémentaires à leurs réserves. Mais ce qu'il faut surtout retenir ici, finalement, c'est la régularité. Ce ne sont pas des achats d'opportunité, c'est une stratégie de long terme. On en est à 27 mois d'achats sur 28 qui sont positifs. Un mouvement donc qui est massif, qui est durable et surtout qui est logique parce qu'il ne vient pas de nulle part. Il s'explique directement par la politique monétaire mondiale et c'est justement ce qu'on va voir dans le graphique suivant où on voit ici que sur les 12 derniers mois, les banques centrales, elles ont abaissé leur taux d'intérêt 168 fois à travers le monde. Ça, c'est absolument colossal. Ce genre de mouvement, on ne l'a connu que 2 fois finalement dans l'histoire récente. La première, c'est après la crise de 2008. Et la deuxième, c'est en pleine pandémie du Covid en 2020. Mais cette fois, il y a quand même une différence qui est majeure, c'est que l'inflation, elle n'a pas disparu. En clair, les banques centrales assouplissent leur politique dans un monde où les prix continuent de monter. On remet donc de la monnaie dans un système qui en détient déjà énormément. Et pour moi, ça, c'est un choix qui est plus politique finalement qu'économique. On préfère clairement aujourd'hui soutenir la croissance, éviter une crise du crédit, préserver aussi les marchés financiers, quitte à affaiblir la valeur de la monnaie. Et c'est là que tout s'enchaîne, puisque quand la liquidité augmente, quand les taux réels baissent et que la confiance dans la monnaie, elle s'érode, il n'y a finalement qu'une destination qui est logique pour les capitaux afin de se prémunir, eh bien c'est l'or. Et si on regarde dans l'actualité ultra récente, on remarque que dernièrement, les cours de l'or, ils ont brusquement accéléré à la hausse. Et ça, c'est le fruit d'un événement particulier, le fait que Jérôme Powell ait décidé de baisser ses taux directeurs aux États-Unis. Et ce point-là, il est finalement fondamental dans l'explication, puisque la Banque centrale américaine, elle a choisi d'assouplir sa politique monétaire dans un contexte où l'inflation n'est toujours pas maîtrisée. Et le signal, finalement, il est terrible, puisque ça veut dire que la monnaie, et en l'occurrence le dollar, n'est plus vraiment protégée. Et quand la Banque centrale, elle préfère soutenir la croissance et les marchés plutôt que défendre la valeur de la monnaie, les investisseurs, ils doivent comprendre quelque chose d'important, ils doivent se tourner vers ce qui ne se dévalue pas. Et c'est finalement ici que l'or entre concrètement en jeu. Et on se rend compte donc que l'inflation occupe un rôle central dans l'explication de ce qui se passe autour de l'or au cours des dernières semaines et même des derniers mois. D'ailleurs, je vous repartage un graphique que nous avions déjà vu ensemble la semaine dernière dans la vidéo bimensuelle des marchés, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur YouTube et sur tous nos réseaux sociaux. Il montre que 72% des composantes de l'inflation américaine augmentent à un rythme plus élevé que les fameux 2% qui constituent l'objectif d'inflation de la Réserve fédérale. Et donc ça veut dire quelque chose de très clair, c'est que l'inflation aux États-Unis, ce n'est pas un phénomène ponctuel et isolé, mais c'est au contraire quelque chose de beaucoup plus structurel et généralisé. Et dans ce contexte, finalement, si on synthétise les choses, les banques centrales, elles n'ont que 2 choix, casser la croissance ou tolérer une inflation plus élevée. Et tant qu'elles choisiront la deuxième option, l'or continuera de jouer son rôle de protection du pouvoir d'achat à long terme. On enchaîne avec un nouveau graphique qui illustre parfaitement la perte de confiance dans le dollar qu'on a évoqué tout à l'heure. Le dollar, il vient d'enregistrer une de ses pires années de l'histoire depuis 1973. Il a reculé de plus de 10% depuis le début de l'année. Et ce n'est pas un simple mouvement de change, c'est une vraie remise en question de son statut de monnaie de référence, de monnaie dominante. Et dans un monde où la monnaie de réserve mondiale se déprécie, l'or, lui, justement, il retrouve tout son sens. Et enfin, je terminerai avec ce dernier graphique qui illustre parfaitement ce changement d'époque qu'on est en train d'observer. Depuis 2023, l'or a doublé, le Bitcoin a été multiplié quasiment par 4. En apparence, finalement, tout oppose ces deux actifs. L'un est millénaire et tangible, l'autre est récent et numérique. Et pourtant, ils racontent finalement à eux deux exactement la même histoire. Dans un monde où la monnaie se déprécie, les investisseurs se tournent vers ce qui est rare, vers ce qui échappe à la création monétaire illimitée. L'or, c'est finalement la rareté physique. Le Bitcoin, c'est la rareté numérique. Et ensemble, ils traduisent du coup la même tendance, la recherche d'actifs capables de résister justement à cette érosion monétaire.
Et enfin, pour terminer, une question que tout le monde se pose aujourd'hui, après cette hausse fulgurante de plus de 50% depuis le début de l'année, est-ce qu'il reste de la place pour que les cours de l'or poursuivent leur ascension? Pour le coup, je pense que oui, pour plusieurs raisons. La première, on l'a dit tout à l'heure, il y a des afflux massifs de banques centrales qui soutiennent les cours de l'or et a priori, il n'y a rien qui laisse penser que ces flux s'amenuisent au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Et deuxième chose ultra intéressante à analyser, c'est que lorsqu'on regarde les chiffres de la détention d'or dans les portefeuilles des investisseurs institutionnels et des particuliers, on se rend compte qu'ils sont aujourd'hui très faibles. Ça représente moins de 3% pour les institutionnels et moins de 1% pour les particuliers. Donc imaginez-vous si de manière beaucoup plus généralisée, les gens venaient à ne serait-ce que détenir 1% d'or dans leur patrimoine global, ben ça soutiendrait des flux massifs acheteurs assez conséquents et ça pourrait propulser les cours encore bien plus haut que ce qu'ils ne sont aujourd'hui. Donc l'adoption en réalité de l'or en termes de classe d'actifs sera selon moi le baromètre de l'évolution de ce métal jaune au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Voici donc notre lecture de la situation sur cette explosion des cours de l'or en 2025. Évidemment, libre à chacun de se faire sa propre opinion sur cette question. Si ce contenu vous a plu, et je l'espère, n'hésitez pas à liker et à partager autour de vous. Et si vous avez des questions, on se retrouve évidemment avec grand plaisir en commentaire.